2, 3 titres Marvel, un titre DC Comics et 2 titres indés. Cette fois, c'est grâce à moi le DC Comics, hein, à moins que Martin l'ait fait aussi, il y a de grandes chances qu'il l'ait fait aussi, mais cette fois je l'ai lu, j'ai pas été pro Marvel. Donc Je l'ai lu, voilà, oui. c'est ma petite bonne résolution de l'année 2026, ça va, elle est pas trop compliquée, c'est pas plus mal. Alors, je vais commencer avec du Tortue Ninja. Eh oui, avec Battle Nexus. Tu as lu quoi de beau dans la liste du coup, Martin? J'ai lu le Batman, évidemment. Ouais. J'ai lu le Sorcier Suprême et Ultimate Endgame. Ok, ça roule. Donc là, je suis en solo pour Teenage Mutant Ninja Turtles Battle Nexus 1. La résolution, c'est plus de Tortue Ninja et Godzilla. Plus de Tortue Ninja, à la limite, c'est possible parce que Battle Nexus, en fait, ce n'est pas mensuel, c'est hebdomadaire. Donc là, si vraiment tu veux bouffer du TMNT, c'est possible à coup de un numéro par semaine pendant 5 semaines, si je ne me trompe pas. Pour Godzilla, c'est la cadence habituelle, donc non, il n'y aura pas plus ou moins de Godzilla. Et je pense que on en a bouffé assez du Godzilla, je crois. Alors, Battle Nexus, c'est quoi? C'est un event Tortue Ninja. Déjà, c'est suffisamment rare pour le préciser, hein, quand même. Un petit event qui a en plus clairement un air de déjà vu, puisque franchement, au niveau du principe, on se rapproche quand même vachement de Secret Wars de Marvel. Mais quand même, il y a tout de même une belle différence, parce que voilà, comme pour Secret Wars, le principe est simple, on enlève les différents personnages, on les fout dans une arène, et ils doivent se foutre sur la tronche. Donc encore une fois, jusque-là, rien de nouveau. Ça, c'est le côté déjà vu. Mais c'est du 1 contre 1, et plus important encore, les personnages ont été pris dans toutes les séries TMNT. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, toutes les séries TMNT, vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est ça qui est, selon moi, le gros point fort de cet event. Et c'est, selon moi, le point qui fait que ça éclate d'ores et déjà d'ici Keo. D'ici, on t'aime. Aïe. Euh, Ce qui est génial, c'est que, par exemple, là, tu as Leonardo dans ce tournoi qui doit affronter Shredder. Le vrai Shredder. Le premier Shredder. Celui mort dès le premier numéro de Teenage Mutant Ninja Turtles, quand le titre était sorti. Donc bref, le Shredder originel, en noir et blanc, de Kevin Eastman et Peter Laird. Franchement, c'est pas énorme. Donc là, vous le voyez sur la cover, ça veut dire que Leonardo affronte même un Shredder en noir et blanc. Ils ont poussé le truc vraiment jusqu'au bout. Moi, je trouve ça plutôt cool comme idée. Après, c'est peut-être mon côté fanboy qui parle, je sais pas. Mais moi, je trouve ça plutôt bien foutu. L'event, comme je l'ai dit, il tient en 5 numéros. Le premier numéro, il sert clairement d'introduction. Bon, là, je vous ai déjà fait un peu le topo, donc voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on s'ennuie. Et après ça, tu as donc une tortue face à un ennemi dans chacun des 4 autres numéros. Et le dernier numéro fait également office donc de finale. Chacun des combats met en avant un ennemi qui est lié d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, au passé des Tortues Ninja. Donc là, comme je l'ai dit, par exemple, notre ami Shredder en noir et blanc face à Leonardo, c'est franchement cool. Bon, forcément, ce premier numéro sert d'introduction, je vous l'ai dit, donc il n'y a pas grand chose à en dire, d'autant plus que bon, j'avais déjà couvert un peu tous les numéros pour MDCU, donc je connaissais le principe avant même d'attaquer la lecture. Après, il faut voir la suite pour avoir véritablement un avis, mais franchement, moi je trouve que c'est plutôt prometteur, et les dessins, bah là vous les voyez, je les trouve vraiment, vraiment bons. Clairement, si vous êtes amateur des Tortues Ninja, pour moi, c'est clairement une série à surveiller. Et puis, je vous l'ai dit, c'est suffisamment rare pour le préciser. Les mecs, 5 numéros hebdomadaires, autrement dit, en même pas un mois et demi, c'est plié. Je pense vraiment que ça peut être un plan de lecture très très sympa, quoi. Bonsoir, Mad Spoon Bezedesh. Un breton. Bonsoir, Mad Spoon. BZH. Un breton. Ah, alors bonsoir, Mad Spoon Bezedash le breton. Au niveau. Breton. Ouais, je te conseille de lire après le 150 parce que l'affrontement, si je me trompe pas, par exemple de Raphaël, son ennemi, c'est un ennemi quand même qui est assez connu de la dernière série en date.
Donc il vaut mieux quand même être à peu près à jour dans la série. Pas forcément genre jusqu'au 150, mais il faut connaître la série principale. Ah, t'as arrêté au 100? Non, je pense que tu devrais pas être perdu alors, Matt Spoon. Je pense que ça devrait être ok. Au niveau du dessin, c'est Ezo et Isaac Escorza, que je ne connaissais pas. Aucun des deux. Mais je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Ah, et apparemment, je suis pas le seul. Ouais, j'ai mis Bebop et Rocksteady puisque, bah, voilà, ils ont eu leur petite apparition, mais malheureusement, ils ne seront pas dans le tournoi. En même temps, je vous dis que le tournoi a de la gueule, mais bah, c'est 4 fois un 1 contre 1, donc il y a très peu de personnages qui vont être mis en avant. J'aime bien, même la bulle de Shredder fait très rétro dans l'esthétique. Mais carrément, mais bien sûr, et je suis presque sûr, alors je vais pas trop m'avancer parce que je peux pas y mettre ma main au feu, mais je suis presque sûr que même la pose là de Shredder, c'est une pose qui est d'ores et déjà dans l'ancien comics. Alors, il a été redessiné. Je vois que ça n'a pas été Ouais. genre tiré du comics, c'est mis là. Hein. C'est évident que ça a été redessiné, mais je pense que même la pose a été reprise. Ah bah c'est ce que Matt dit, c'est que c'est la pose d'origine. Ah, bon, ça, je suis pas fou. Deuxième numéro, reste à la liste. Donc, écrit par Kai Starks et dessiné par Vladimir Popov. Euh, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais entendu parler de ce titre. C'est simple. J'ai juste lu Wrestle, donc catcher en français, et j'ai pas réfléchi, je l'ai pris direct. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Au niveau de l'histoire, on suit celle de Sterling Steel, donc, qui est ici sur la cover. Un catcheur qui joue le rôle d'un méchant sur le ring, mais qui, dans les faits, tient plus, on va dire, de l'ange. C'est le mec qui est vraiment super sympa avec tout le monde, arbitre y compris, il est ultra pro dans le ring. Bref, c'est, j'ai envie de dire, le salarié parfait dans une entreprise. Alors, parfait, presque parfait, on va dire que tout dépend du point de vue. Par exemple, du point de vue du promoteur Buddy Hanson, il y a un problème avec Sterling Steel. Lequel, bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, il veut partir. Donc, c'est-à-dire que Sterling Steel fait gagner beaucoup d'argent à la compagnie, mais lui, il trouve que il gagne pas tant que ça. C'est un peu un dessinateur de Marvel ou DC, j'ai envie de dire. Hein. Il fait gagner beaucoup, mais malheureusement, il gagne pas tant que ça. Donc, il demande une augmentation, il demande des royalties. On lui dit non, on lui dit non. Il demande alors au moins d'avoir le titre de champion du monde. Et la réponse est toujours non. Donc, bah, de là, Steel dit bon, bah, ok, bah, écoutez, c'était très sympa, mais bah, on va s'arrêter là. Hein. Je signe un contrat ailleurs. Mais donc, le promoteur Buddy Hanson prend ça comme une trahison et il demande à son champion du monde, qui lui, à l'inverse, n'est pas pro pour un sou, hein, il se concentre que sur ses muscles, mais il oublie la moitié du combat. Donc, il demande à ce pseudo-champion du monde d'éclater Steel pour qu'il soit plus capable de lutter. Donc, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il passe clairement à tabac Steel et il le blesse volontairement. Une bonne blessure, hein, il lui pète la nuque. Donc, clairement, on retrouve après notre ami Steele quelques mois plus tard. Oui, il est de nouveau sur pied, mais clairement, il est plus du tout habilité à catcher. Hein. Je pense que c'est évident pour tout le monde, et ben, donc il va plus chez la concurrence. Et de là, vous avez bah, tout doucement une petite vengeance qui se prépare de la part de Sterling, parce que gentil, ça va bien 5 minutes. Hein. Là, il a été pris pour un con, on lui a pété la nuque. Il va essayer de un peu rendre la monnaie de la pièce quand même, d'une manière ou d'une autre. Alors après, visiblement, ça va pas être non plus une vengeance, on va dire, à la Chuck Norris. Il va pas y aller à la sulfateuse ou une connerie comme ça. Le pied dans la gueule, c'est souvent dans la gueule à la Chuck Norris. Non, non. Ça va être une vengeance, on va dire, crédible. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Euh, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors, en termes de dessin, c'est assez limite. Hein. On va pas se mentir. Là, vous le voyez sur la cover, mais au niveau des dessins, à l'intérieur même du comics, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux, hein. Là, vous le voyez. Alors, c'est toujours mieux que ce que je peux faire. Donc, j'aurai toujours du respect pour les dessinateurs, quoi qu'il arrive. Mais dans l'industrie du comics, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, qu'on a déjà vu mieux. Donc, voilà, en termes de dessin, c'était pas un gros banger. Mais
Par contre, au niveau contenu, personnellement, je pense que si t'as l'amour du catch, ça peut être une très bonne surprise, hein. C'est réservé aux fans de la NWO, de Seth freaking Rollins et autres par-dessus la troisième corde. Mais si vous êtes dans cet univers-là, je pense qu'il y a moins que ça vous plaise. Bonne petite surprise. Après, c'est comme d'hab. Tu vas pas, qu'est-ce que je peux te dire? Tu vas pas acheter un comics sur les robinets si t'en as rien à faire des robinets. Voilà. Bon, bah là, c'est pareil. Si t'aimes pas le catch, ça sert à rien de l'acheter. Mais je pense que là, je vous apprends rien, les gars. Ouais, un peu. Mad Spoon, je le vois comme ça aussi, absolument. Ouais, ouais. Alors, moi j'ai peut-être été un petit peu stupide parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas vraiment suivi l'univers Ultimate et je vais lire le premier numéro d'Ultimate Endgame qui est un petit peu la fin programmée de l'univers Ultimate. En tout cas, c'est comme ça qu'on a vendu le schmilblick. Ça me paraît toujours aussi bizarre de terminer l'univers le plus, je pense, créatif et rentable de chez Marvel depuis l'univers Ultimate de base. Bon, hein, je ne suis pas l'éditeur en chef de Marvel Comics, donc qu'est-ce que j'en sais? Ouais, j'ai parlé des robinets, ça, ils sont partis en sucette. Ouais, mais en même temps, Bonjour, est-ce que tu aimes les robinets? Non mais, pitié, quoi. tu aimes les films de gladiateurs? Tu aimes Euh, les films de gladiateurs? alors, Ultimate Endgame, c'est chapeauté par Dennis Camp, qui est un petit peu l'architecte hein, de l'univers Ultimate. C'est lui, voilà, qui était sur le Ultimate Spider-Man. Et c'est lui qui se charge, voilà, de conclure un petit peu tout ça. Euh, et malgré le fait que ce soit la fin, on continue quand même un petit peu de développer l'histoire, la mythologie de ce nouvel univers. On apprend ce qui s'est passé avec les éternels dans ce monde-là. Voilà. Donc on nous ajoute quelques informations qu'il n'est pas dur d'attraper en cours de route comme je le fais actuellement. Je me suis quand même un petit peu tenu au courant de ce qui se passait de manière très vague dans quelques séries. Mais c'est vrai qu'on arrive à ce point-là. Vraiment, on est sur la conclusion, quoi. Donc, on a déjà un Iron Man déjà établi, un Spider-Man déjà établi. On nous montre que voilà, il y a des trucs avec ses enfants qui sont liés à sa vie de super-héros et pas uniquement sa vie en tant que Peter Parker. Donc, c'est vraiment, on prend le train en cours de route. Donc, c'est pas que je vous mets en garde parce que ça fait un peu, le mot est un peu fort, mais il s'est passé plein de choses avant. Donc voilà, ce n'est pas pour les nouveaux lecteurs Marvel, ce n'est même pas pour les nouveaux lecteurs de l'univers Ultimate, il y a plein de choses à lire avant ça. Mais c'est vrai que on continue dans les délires bizarres du Maker, donc voilà le Reed Richards de l'ancien univers Ultimate qui est arrivé dans le nouvel univers Ultimate et qui a commencé un petit peu à foutre la merde, hein, un petit peu à jouer le marionnettiste avec tout ce qui se passe dans cet univers pour un petit peu créer un monde à son image et voir que ah tiens si lui je le bute à ce moment-là qu'est-ce qui se passe plutôt à la place etc. Voilà, on continue un petit peu à explorer les ramifications de ces changements-là. Mais voilà, c'est les États-Unis ne s'appellent même pas les États-Unis. L'Europe, il n'y a pas la France, il n'y a pas le Royaume-Uni. C'est vraiment tout un monde différent avec une organisation différente. Et tout ça s'est développé avant. Donc voilà, c'est la fin. Donc il faut avoir lu le début avant. Voilà, c'est mon Bon, conseil. ah, je me permets, hein, pour info, je confirme absolument tout ce que dit Martin, parce que bah, il n'est pas au courant, mais j'ai essayé, hein, Ultimate Endgame, parce que voilà, les dessins me donnaient plutôt envie, et puis le maker m'avait toujours intéressé. J'ai abandonné. C'était, il y avait beaucoup trop. J'ai l'impression qu'il fallait beaucoup plus d'informations que celles que j'avais pour véritablement profiter de ce numéro un là. Donc j'ai préféré passer mon tour temporairement, le temps d'effectivement de récupérer encore un peu plus de données avant d'attaquer cette lecture et d'en profiter pleinement parce que c'est quand même un grand moment. Marvel l'a dit au moins 10 fois. euh, c'est vraiment la fin d'Ultimate. Alors après, c'est pas la première fois qu'ils disent que c'est la fin et en fait, c'est pas la fin. Mais là, ils sont en mode si, si, on vous assure, ça ne reviendra pas, faut en profiter, machin. Voilà. Mais Voilà, effectivement, assez costaud. Il vaut mieux voilà, maîtriser l'univers Marvel un minimum. voilà. Donc oui, Bishop, j'y suis allé pleinement conscient de cette
état d'esprit. C'est à peu près ce qui s'est passé, donc je suis pas non plus perdu, mais voilà, pour dire que ça reste cool. En plus, voilà, il y a il y a des délires un petit peu chelous que j'aime bien, voilà, avec le pitch, c'est que voilà, c'est que le Maker a été, on va dire, temporairement repoussé dans une sorte de bulle sur la planète Terre de cet univers Ultimate. Et voilà, et l'endgame, on arrive justement à la libération en fait du Maker. Et c'est un peu en mode on se pisse dessus quoi, parce qu'il était sur le point de faire totalement n'importe quoi au moment où il a été un petit peu enfin emprisonné, repoussé. Donc là on est un peu en mode qu'est-ce qui va se passer? On sait pas ce qui se passe dans cette sorte de bulle bizarre depuis je sais plus combien de mois ou d'années. Et là on est en mode il va peut-être se passer des choses un peu très très graves. Et on a un petit peu un aperçu de ce qui se passe, on va dire, de l'autre côté du dôme. Et, euh, et je vais pas dire ce qui se passe, parce que voilà, c'est un petit peu le twist du premier numéro, mais j'aime bien à quel point ils vont à fond dans le côté du maker, le côté bah voilà, élastique un petit peu de Mister Fantastic, mais là il est dans une configuration. On va dire qu'il a toujours été représenté bizarrement, voilà, il a une sorte de gros crâne et machin, et là on est vraiment à fond dedans. Donc il y a un côté un peu. Le maker, il a une sale gueule, quoi. Vraiment, il a une Ah, sale gueule. Il est il est horrible. énorme. Je crois que c'est dès la première planche. Ouais, Il est vu de côté là. Il a un côté presque xénomorphe. xénomorphe. Bah voilà. Exactement. Et ça envoie du lourd. C'est vraiment génial. Ouais, ouais. C'est vraiment une excellente idée ce personnage. Voilà, donc c'est une bonne amorce de conclusion. Comme c'est une conclusion, si vous n'avez pas vu ce qu'il y a avant, vous allez rien piger. Je pense pas, voilà, je pense que vous n'irez même pas au bout du truc. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez suivi jusqu'à présent, bon, c'est Dennis Camp et moi depuis qu'elle a écrit Absolute Martian Manhunter, il ne peut rien faire de mal toute sa vie. Donc voilà. Pour le moment, ouais, comme conclusion, je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'ils finissent l'univers Ultimate, mais si c'est une fin programmée, planifiée, etc. Bon, bah, ça peut être pas mal, donc voilà. Mais en tout cas, oui, les dessins sont bien, l'histoire est cool, donc voilà. Et c'est vrai que ce personnage, il a un petit côté horrifique quand même. Il est vraiment chouette. Ouais. Et puis c'est un Et énorme psychopathe. autant la fin de l'univers Ultimate, bon, pourquoi pas, je veux bien. Autant ça me ferait chier que ce soit également la fin du Maker. J'aimerais bien, d'une manière ou d'une autre, ils rejoignent entre guillemets l'univers Marvel classique de manière définitive, et qu'un peu comme tous les gros boss Marvel qu'on le voit par-ci par-là de temps en temps. Quoi. Ça serait vraiment chouette. Quoi. Ouais, Un très pas mal. tel personnage, vraiment tirer une croix dessus, ah, ça serait con. C'est dommage. Doom. Ouais, voilà, on me parle du coup de Godzilla, des Tortues Ninja, mais Doom. Eh les mecs, vous avez oublié Doom. Donc je vais vous parler de Wheel of Doom numéro un. Alors c'est un petit peu bizarre. C'est vraiment un numéro qui a le cul entre deux chaises. Donc The Wheel of Doom, qui est traduisible tout simplement par le testament de Doom. D'un côté, il sert un peu d'épilogue à l'event One World Under Doom, dont on a déjà parlé de très nombreuses semaines, donc durant de très nombreuses semaines, et qui s'est achevé justement il y a quelques semaines aux États-Unis et qui vient tout juste de débuter en France. Et en même temps, il commence déjà à mettre en place quelques pièces pour le prochain event Marvel, donc qui est Armageddon, et qui se passera un peu plus du côté de Captain America. En tout cas, la série Captain America va, semble-t-il, être le top départ de cette série Armageddon, de cet event Armageddon, pardon. Bonsoir, Fringe Kun. Hello. Donc c'est vraiment ça. Il y a un côté entre deux, et c'est vrai que c'est assez particulier. Il a un petit côté numéro de transition. Tout le contenu est vraiment lié à One World Under Doom, vraiment. En même temps, ça s'appelle le Testament de Doom, et One World Under Doom est autour du Docteur Doom, du Docteur Fatalist, donc bah, forcément. Et en même temps, bah, le scénariste, c'est Chip Zdarsky, et non Ryan North. Donc ça sous-entend que c'est le scénariste du crossover Armageddon, et non du crossover One World Under Doom. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Après, voilà, même si c'est quand même vachement lié à One World Under Doom, il est évident que l'on prépare d'ores et déjà la suite. Hein. Comme je l'ai dit, il y a quand même quelques pièces qui sont placées ci et là pour la suite. Et de bonnes petites pièces, hein, on ne va pas se mentir. Donc Valeria qui possède tout ce que Doom avait, ou même le statut du Red Hulk. Bon, j'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais clairement,
là, Zdarsky vient de taper un petit coup dans la fourmilière Marvel et ça commence déjà tout doucement à se disperser, à foutre la merde, hein. Il y a notamment une planche avec Valeria où clairement tu te dis qu'il va y avoir du lourd qui arrive, quoi. Que clairement il va y avoir de l'ambiance, comme on dit. Pour ce qui est de mon avis, eh ben, c'était pas mal du tout. Franchement, c'était pas mal du tout. Alors, au final, c'était un numéro qui était quand même pas mal dans la continuité des autres numéros Marvel, hein. Ça, on va pas se mentir. On est vraiment dans la suite des événements. Pourtant, c'était plutôt évident. On ferme certaines portes, on ouvre d'autres. Le tout avec quelques bonnes idées très bien placées à travers le récit. Bon, pour moi, étant donné que c'est un numéro de transition, il n'en faut pas plus. C'était vraiment une bonne lecture. Donc, je vous la conseille en tant que numéro indépendant. Parce que voilà, une vingtaine de pages très sympa. Ok. Mais en plus, par rapport à ce qui arrive après, je pense qu'il a un petit côté indispensable quand même. Au moins par rapport à Valeria, peut-être un peu moins par rapport à Red Hulk, parce que Red Hulk, son nouveau statu quo, tu le comprends vraiment en 2 secondes. Concernant Valeria, c'est quand même un peu plus important je pense, d'être à jour. Et niveau des ça, vous voyez, rien à dire pour ma part, j'ai trouvé ça très bon. Je te laisse peut-être la main pour Oui. Sorcerer Suprême. Ouais, 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 ouais. Vas-y. Donc, Sorcerer Supreme de Steve Orlando et Bernard Chang, qui là aussi fait un peu suite aux événements de One World Under Doom, puisque dans cet event, Doom était devenu le sorcier suprême, mais Doom n'est plus là. Je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir. Je vais finir par y arriver à l'event, donc je le saurai de moi-même. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est qu'il est plus là. Euh, et la question de qui reprend les rênes du sorcier suprême, euh, puisque Stephen Strange, donc exilé à Asgard pendant l'event, euh, n'est pas encore revenu. Ça. Il finira par revenir, j'en suis sûr, mais pour le moment, il Oui. n'est pas là. Il n'est pas là, et donc c'est Wanda Maximoff qui se retrouve avec le job. Euh, Là aussi, je ne sais pas comment, qu'il a choisi parce que tout le titre, tout le monde est en train de lui dire qu'est-ce que tu fous là, t'es pas assez qualifié, t'es nul, t'es une sorcière et pas. Alors, c'est un peu compliqué parce que nous en français, sorcier, sorcière, c'est un peu. On va dire que les mots qui désignent les utilisateurs de magie euh, en anglais sont assez variés. Il y a Warlock, il y a Sorcerer, Oui. il y a Witch, Witch. Ouais. Wizard. Ouais. Donc euh, traduire sorcerer par sorcier est pas forcément une bonne traduction, ce serait plutôt magicien à la limite. Puisqu'il y a vraiment une distinction entre les arts de la sorcellerie qu'utilise Wanda et la magie. C'est voilà, c'est pas les mêmes racines, c'est pas les mêmes sources de pouvoir, etc. Donc il y a une sorte de méfiance de la part des magiciens envers les sorcières et les sorciers parce que c'est une autre forme de magie associée au chaos, etc. Donc tout le numéro, tout le monde dit t'es nul, t'es trop dangereuse, t'es trop imprévisible, etc. Steven était mieux que toi, blablabla, bla, bref. Et donc c'est Wanda qui, un petit peu dans sa nouvelle vie, se retrouve un petit peu comment avec un poste assez critiqué, comment je fais en sorte de changer les choses, de faire en sorte que ce qui s'est passé avant ne se reproduise jamais, demander conseil à ses enfants, se taper contre des gens qui sont des menaces magiques, discuter avec Cawthon, enfin voilà, plein de trucs assez bizarres. Quand on croise, voilà, quand on est le nouveau sorcier suprême. Même Wong est en mode genre, qu'est-ce que tu fous dans ma maison, casse-toi. Seul avantage, elle peut promener le chien, elle la voit apparemment, personne ne le faisait avant. Donc voilà, donc il y a des Alors, animaux. pour l'anecdote, j'ai quand même vérifié parce que pour Warlock, j'avais une petite idée en tête et c'est bien ça en fait. Alors t'as plusieurs noms en anglais effectivement, mais bah oui, mais forcément, il faut pas oublier que bah t'as le vocabulaire entre guillemets américain et le vocabulaire anglais. Donc là, par exemple, concernant Warlock, visiblement, ça vient plus de l'Écosse ou vraiment de l'Angleterre. Donc forcément, nous, bah ouais, pour nous, c'est sorcier quoi. Ouais, Voilà. forcément. Et alors c'est vrai que Matt aussi, il y a le côté, oui, fils de sorcier ou pas, en fait, c'est qu'il y a aussi dans Donjons et Dragons,
il y a une différence entre les wizards, les warlocks et il y a une troisième classe qui utilise la magie et en fait il y a un truc où il y a une classe d'utilisateurs de magie, c'est vraiment quelque chose d'inné, c'est dans le sang, donc c'est peut-être des descendants de dragons, etc. Il y en a d'autres, c'est vraiment de la connaissance. Il me semble que les wizards utilisent leurs connaissances, apprennent des sorts, utilisent un livre pour utiliser des sorts. Il me semble que les warlocks, il me semble non, les sorcerers, c'est inné, c'est dans le sang, donc c'est des fils de dragons ou de trucs comme ça qui peuvent utiliser donc la magie de par leur nature. Et il y a les warlocks où là c'est vraiment ils vont accéder à une source de puissance qui n'est pas la leur pour utiliser de la magie. Donc voilà, il y a plein de subtilités comme ça. Et oui, après, dans l'univers des comics, où il y a le côté de sorcellerie contre la magie, voilà, donc c'est... La magie! voilà. Donc ça a beau être vague, il y a quand même des règles assez... Ouais, voilà, mais récemment, oui, dans Stranger Things, il y a tout un truc où en mode de différence entre magicien et sorcier, c'est... Voilà. Donc on est dans ce... Et en plus, vu qu'il y a tout un délire autour de Donjons et Dragons dans La vache, moi Stranger j'étais Things. bien plus terre à terre. Pour moi, magicien c'était un gentil, un sorcier c'était un méchant. Comme quoi, on C'est pas apprend tous les si jours. c'est pas si simple que ça. Mais non, parce que Harry Potter est un sorcier. Et je ne supporte pas Harry Potter. Je Bon veux plus jamais ben, entendre parler. ah, écoute, je suis pas très, on va dire que Tu es un sorcier, Harry. je suis vraiment pas fan de sa créatrice, hein, qu'elle puisse, Bah, elle s'est plantée dès le titre. Ça aurait dû être Harry Potter le magicien, il est gentil. Non, je plaisante, me tapez pas. voilà. Mais voilà. Ici, sachez qu'en tout cas pour ma part, je ne suis pas fan de J.K. Rowling. Un de mes surnoms préférés, un de mes surnoms préférés sur la toile française, c'est J.K. Rowling, pétasse. On la salue bien sûr. Donc Bah, voilà, bonne année tout le monde, hein. Il est exactement. revenu en forme, Bonne notre année. Martin. Ah oui, je suis en forme. Je me suis reposé. Euh, donc, Sorcerer Supreme, plutôt cool. Voilà, c'est une grosse remise à zéro. On est sur un nouveau titre. J'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est les dessins qui sont. C'est pas mon style préféré, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils ont vraiment appuyé le côté. Alors, je sais pas si ça se dit Romani en français, mais un peu. Il faut savoir que Wanda Maximoff est d'origine d'Europe de l'Est, un petit peu ce que nous on pourrait appeler la communauté un petit peu gitane, enfin voilà, donc, mais dans le sens un peu historique du terme. Et vraiment là, que ce soit les habits qu'elle a quand elle est en civil ou même son teint de peau, enfin voilà, visuellement je trouve que Wanda est très réussi en termes de design. Bon, le nouveau costume, ça change pas grand chose, voilà, c'est quelques variations, mais voilà, on la voit arborer une tenue normale hein, quand elle se balade dans la rue ou dans le Sanctum Sanctorum. Et il y a vraiment une inspiration très, oui, romanie, gitane, et je trouvais ça cool. Enfin voilà, ça m'a mis bien et même de la différencier hein, par rapport aux autres. Par rapport à ses fringues? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Visuellement, si, j'ai bien. elle fait vraiment voilà, sorcière d'Europe de l'Est. Donc il y a vraiment un aspect Bah, j'en ai visuel. pas mis. Enfin voilà. Donc c'est des images, je sais pas, peut-être, je pourrais pas te dire. Ah bah oui, si, bah voilà, parfait. Donc voilà, on revoit le best-of, hein, Dormammu, Kefun, etc. Donc c'est coloré, c'est un peu psyché parfois, c'est plutôt beau et voilà, je trouve la tenue qu'elle a, la vraiment aide à comment dire, à créer Parce quelque qu'elle chose sort de, du lot, hein. voilà, Non, elle mais sort du lot, tout à voilà, fait raison, elle a de la gueule, hein. Je suis tout à fait d'accord. elle sort du lot, ça lui donne une spécificité, voilà, qui a été abordée mais pas forcément toujours très très mis en avant, puisqu'en plus, comme il y avait Elisabeth Olsen dans le rôle, ça faisait un petit peu conflit, mais vu que maintenant elle est plus vraiment dessus, il n'y a pas le côté de on fait de la synergie ou machin. Ouais, il y a un côté Esmeralda, mais c'est un peu, je pense, c'est un peu les mêmes racines. Hein, je pense que Ouais, Esmeralda, non, mais c'est voulu, ça semble évident, je voilà, voilà. pense. Bon, ça aussi, je pense que ça aide que le dessinateur, on va dire, les bien dotés, on va dire ça comme ça. C'était pas nécessaire, mais bon, hein, c'est des comics, hein, donc forcément les madames sont tous très bien lotis, hein, comme les garçons, mais voilà. Voilà, mais voilà, en tout cas, voilà, Je je trouve m'attendais pas vraiment à ce que cette règle change en 2026. moi non plus, mais voilà, mais donc elle a pas besoin de ça, je trouve que voilà, la tenue très jolie, puis même après je trouve que le pitch est plutôt intéressant, hein. C'est voilà, on n'est pas dans un sorcier suprême bien établi du tout, et on va dire que c'est un personnage avec un passé assez mouvementé, donc le amener ce passé-là qui est mouvementé dans toute l'histoire de est-ce que tu peux être un bon sorcier suprême ou pas, ou sorcière suprême du coup, bon, plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que si vous êtes fan du personnage, je pense que c'est tout à fait correct. Je vous encourage même à y aller, hein, parce que je pense que les séries, bon, si les séries de Scarlet Witch, il y en a quand même assez régulièrement, mais voilà, c'est Oui. l'occasion de la voir dans un autre cadre, ça peut être pas mal. Ah, c'est un peu rafraîchissant, et puis on verra ce qui se passe quand Steven sera de retour, mais pour le moment, c'est elle qui gère.
Bonsoir Hypnos84, j'espère Hello, que tu vas bien, je te souhaite bonne également année. une très bonne année. J'espère que la femme et le gamin vont bien. Concernant Sorcerer Suprême, donc oui, tu l'as dit, hein, effectivement c'est lié aux événements de One World Under Doom. Donc Strange avait d'ores et déjà perdu son statut de sorcier suprême à la fin de Blood Hunt. À ce moment-là, c'est Doom qui l'avait récupéré. À la fin de One World Under Doom, c'est au tour donc de Doom de perdre le statut de sorcier suprême. Et là, c'est Scarlet Witch qui l'a récupéré. Alors, personnellement, je suis un peu plus mitigé que toi. Alors, c'est pas tant que le numéro est mauvais, c'est juste que j'ai l'impression que bah, qu'il fallait caser en fait Vanda. J'ai l'impression que Hmm. on savait plus trop quoi foutre avec le personnage, il fallait un sorcier suprême, bon bah boum, voilà, c'est réglé. T'as vu? C'est bon, allez, sorcier suprême, t'es content? C'est un peu comme ça que je le vois, et malheureusement, non seulement c'est mon ressenti, mais en plus, j'ai l'impression que ça se voit quand même un peu à travers la lecture. J'ai vraiment l'impression que quand on lit que c'est une histoire, vraiment histoire de caser le personnage, quoi, qu'il n'y a pas véritablement de direction qui est prise pour le personnage. En tout cas, pas avec ce premier numéro. Ça va peut-être venir par la suite, mais là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de réel objectif, pas de réelle intrigue. Pour le moment, on commence de manière pas super dingue, hein, malgré des dessins qui sont parfaitement recevables, ça là-dessus, je suis avec toi. Donc, personnellement, voilà, j'ai quand même un peu plus de réserve que mon camarade. Je vais attendre de voir les numéros suivants. Ouais, ça se comprend. Après, oui, c'est pas non plus un coup de cœur non plus, mais efficace. Et par contre, zéro carton rouge, hein. Il y avait absolument rien d'éliminatoire dans ce numéro. Pour autant, hein, je veux dire, je pense que si tu apprécies à peu près Scarlet Witch, tu, tu trouveras ton bonheur quoi qu'il arrive, hein. Mhm. Oui, tout le monde va bien, Hypnose, c'est gentil. Merci, merci. On passe chez la concurrence avec DC, avec un special Absolute Batman Arc M euh, par Scott Snyder et Frank Thierry au scénario. Et puis au dessin, nous avons Joshua Nixon. On nous raconte un petit peu les origines de d'Arkham, de Arc M. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà l'histoire un petit peu de Gotham, de la famille Arkham et du La Joker. famille. Et du Joker aussi un petit peu parce que voilà c'est donc le Joker qui n'est pas son seul nom d'ailleurs, j'ai pas envie de dire parce que c'est un peu expliqué dans d'autres séries, mais dans cet univers là le Joker est le propriétaire de l'Arc M, qui n'a pas tout à fait la même fonction que dans l'univers classique, et qui n'a pas tout à fait même la même fonction que l'asile d'Arkham dans cet univers-là. Donc voilà, voilà, on explique le pourquoi, du comment, l'histoire du lieu, et on voit très très peu Batman. Donc c'est pas vraiment un titre Batman en soi, mais bon, il fallait le Absolute Batman est je crois qu'en tout cas le numéro 1 est à sa deuxième, dixième réédition. Il a dépassé le million d'exemplaires vendus. Vous croyez Ah bien oui, qu'ils vont Carton. ils cartonnent. Je pense que c'est quand même une mini honte de choc hein, quand même, hein, parce que dépasser le million de ventes, ça n'arrive pas fréquemment, en tout cas à cette époque, à notre époque. Donc Ouais, voilà. surtout pour un titre Batman qui n'est pas le titre qui n'est pas la série principale, disons. Donc voilà. Après, je sais C'est vraiment un que titre secondaire Batman, et d'ailleurs Snyder le dit lui-même, c'est tellement secondaire que c'est aussi une force, c'est-à-dire que DC Comics ne lui casse jamais les couilles, quoi, oui, parce que c'est en mode, ouais, t'as ton univers, vas-y, fais ce que tu veux, et puis bah, cette carte blanche fait que c'est le jackpot, quoi. oui, C'est vraiment une oui, oui. excellente série. Mais il faut savoir que le Batman de Zdarsky fonctionne aussi très bien. Zdarsky et Mhm, Fraction, mhm, tout à fait. euh, dans une moindre mesure, mais même ça reste quand même, il y a quand même des rééditions, des retirages, donc pas de souci pour le titre principal. Donc voilà, ils ont Après, le collé numéro le. 1 est sorti il y a bien moins longtemps que le numéro 1 d'Absolute Batman. Faut voir C'est vrai, si par la suite il continue aussi d'être réédité. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on a collé l'Absolute Batman. Pas de souci là-dessus, c'est pas très grave. Euh, pour être transparent, je l'ai lu tout à l'heure, hein, donc c'est vraiment très très frais dans ma tête.
Je sais pas, ça m'énerve en fait. L'univers absolu n'a l'air de jamais vraiment faire de grosses erreurs en fait. Et là, c'est pareil en fait. C'est juste très bien. Un récit sur peu de pages, mais qui fonctionne très très bien. Euh, Avec peut-être quelques twists un petit peu téléphonés, mais c'est pas vraiment l'intérêt du titre. Et il en reste quand même très efficace. Au niveau de l'histoire, voilà, c'est pas trop en dire parce que je pense que ça mérite que ça se découvre un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, Ouais, on retrace voilà l'histoire d'Arkham au fur et à mesure des décennies. On relie un petit peu tout ça à la mythologie Gotham, Batman du passé et du présent. On met en place un petit peu aussi quelques éléments complémentaires pour les prochains titres absolus de Batman. Voilà, et puis très bien, parce qu'en plus j'allais partir du côté graphique. Il y a un côté très rétro qui à la fois sur certaines planches me rappelle les tout premiers numéros Detective Comics, donc vraiment quand voilà avec le Batman, le Joker, je vois 1939. Euh, et il y a aussi par certains aspects un côté qui fait très année 1 de Mazzucchelli. Donc je sais pas, visuellement je sais pas si c'est plus particulier que le style de Dragota, c'est pas du tout le même style, mais vraiment pas du tout. non, non, rien à voir. Ouais, Mais ouais. il y a un côté un peu rétro qui fait à la fois ouais, années 80 à la Mazzucchelli, mais aussi années 30-40 dans les premiers numéros de Detective Comics où apparaissent Batman. Donc je sais pas, moi je trouve que c'était très efficace et pour un récit qui se passe énormément dans le passé, je trouve que c'était très à propos, pertinent. Donc ouais, pour moi c'est vraiment peut-être pas un sans faute non plus, parce que ouais, il y a quelques trucs par-ci par-là un peu prévisibles, mais pour un special, franchement, comme le special d'avant hein, sur Absolute Justice, autour des méchants de l'univers, franchement, ça a un intérêt dans l'univers, ça se lit bien, c'est intéressant. Ouais, il y a un côté un peu, il y a un trait un peu polar dans le truc, donc franchement, si vous suivez l'univers absolu, il n'y a aucune raison pour pas pour faire l'impasse sur ce numéro, donc allez-y quoi. Alors, je suis un peu plus mitigé que toi concernant le dessin. C'est Mm. vrai que j'ai eu un petit peu plus de mal. Après, c'est vrai que bah, j'ai tellement l'habitude maintenant de Dragota sur l'univers d'Absolute Batman, Ouais. même si c'est pas le seul dessinateur à intervenir dessus, que là, la différence a été assez frappante, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clairement pas un dessinateur qui est dans la continuité de ce que fait Dragota. Là, on part totalement sur autre chose. Alors après, le côté on parle de l'asile Arkham, enfin, on parle d'Arkham à travers les différentes décennies, ça joue quand même en faveur du dessin. Ça, c'est plutôt cool. Mm. Mais je trouve quand même le tout un petit peu moyen, même si je ne peux pas nier qu'il y a quand même de sacrés coups de génie par-ci par-là. Donc c'est notamment ici le cas sur cette case où je la trouve mais magistrale, la case à gauche. Je la trouve vraiment magnifique et au final, je me suis dit que c'était toute la planche qui était magnifique. Donc derrière, je vous ai mis également finalement Mm. l'intégralité de la planche. Très bel hommage. Enfin, c'est ce qu'il y avait en dessous du coup. Et c'est vrai que là, par contre, c'est flippant au possible, quoi. C'est très, Ouais. très efficace. Et C'était cool. qui est un rappel au meurtre des Wayne hein, dans la continuité Yes. principale. Hein, voilà. Donc, non, un peu plus mitigé que toi concernant le dessin, mais je peux pas nier qu'il y avait des moments vraiment, vraiment forts. Après, par contre, concernant le numéro en lui-même, pas grand-chose à en dire. Je suis très, très satisfait. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment chaud de rentrer dans le vif du sujet, de vraiment parler du numéro sans vous spoiler, et ça serait vraiment con. Il y a deux, trois twists, notamment un. Alors peut-être qu'on parle du même. Toi, apparemment, c'était téléphoné. Moi, je dois avouer que je l'ai pas vraiment vu venir. Donc j'avais trouvé ça cool. J'avais trouvé très efficace. Donc en espérant qu'il soit publié en France, mais je dois avouer que je me fais pas trop de soucis. Ce serait dommage Ouais, sur le qu'Urban troisième Comics passe tome à côté. peut-être, troisième tome absolu de Ouais, Batman. c'est juste un numéro qui doivent caser avant ou après un arc. C'est pas trop dur. Ouais. Bah, là, je pense que le deuxième tome, ils vont faire l'arc Bane. Ils mettent ça au début du troisième tome, avant l'arc Joker. Enfin, je sais pas si c'est Par l'arc exemple. Joker après, mais avant le l'arc qui va arriver là, et je pense qu'on est pas mal. Et sachant que, bon pareil, je vais pas spoiler, mais la dernière planche introduit d'ores et déjà un nouveau super vilain dans l'univers absolu de Batman aussi. Oui, oui, oui. Et on en voit aussi de plus d'ailleurs. Voilà, toute fin.
Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est que quand je disais qu'on met en place des choses, on met en place. On met en place. À voir, je suis très curieux de comment ils vont faire voilà, le tout dernière planche nous dévoile quelqu'un. Je suis très curieux de comment ils vont le faire dans cet univers-là. Vu à quel point les méchants dans l'univers Batman sont tordus et exagérés, je me demande comment ils vont, comment la sauce absolue va prendre avec ce personnage-là. On va voir. Bah là, il y a de nouveau une revisite visuelle. Hein. Je sais Visuel, pas oui. comment toi tu l'as perçu, mais clairement, là, j'avais l'impression d'avoir le comte Dracula devant moi. Ouais, il y a un petit peu côté, ouais, la veste rouge là avec les revers rouges là, c'était un peu. Oui, Ouais, toi aussi. Ok. ouais, j'aime bien. Oui, Absolute Poison Ivy Voilà. a été dévoilé il y a quelques jours. Un peu plus classique peut-être, un peu moins prise de risque. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils ont dévoilé sa forme humaine. À mon avis, ma théorie, c'est que elle a une forme peut-être plus florale, plus végétale, qui sera elle bien plus dégueulasse. C'est juste mes spéculations, c'est pas du spoil, mais je pense que Dragota et Snyder ne vont pas s'arrêter en si bon chemin pour rendre tous les méchants de Batman absolument horribles et dignes d'un bouquin de Lovecraft. On verra. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup d'ennemis qui peuvent se transformer, non? Tout doucement. Je sais pas, mais disons que pour Poison Ivy, ce serait pas déconnant quoi, avec le Non, ce serait personnage. pas déconnant. Après, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont avoir le temps de faire ça en 2 numéros? C'est que du numéro, Poison Ivy. Hein. Je ne sais pas. Ah, pour le Ah, coup, après, tu remarques qu'ils peuvent très bien l'introduire comme ça, et pourquoi pas revenir dessus plus tard. Ça, c'est possible aussi. Hein. ouais, tout à fait.